Merci à tous de nous avoir rejoints. Toujours pareil, malgré cet excellent et magnifique soleil à l'extérieur, qui entre en compétition directe avec nos questions d'énergie à l'intérieur. Cette table ronde, cette troisième table ronde, évoquera le rapport ou les solutions entre nucléaire et énergie renouvelable. Vous avez bien compris qu'on peut revenir sur tous ces sujets dans la mesure où les questionnements sont complexes. Vous avez tous vu les nombreux chiffres qu'il faut vous citer pour s'y retrouver. Avec nous cet après-midi, François Gaucher, à côté de moi, qui va vous parler du nucléaire en France. À côté de lui, le revoilà, Jacques Vernier, Bernard Multon au centre, Jacques Percebois, que vous avez déjà entendu ce matin et qui va approfondir les questions sur les mécanismes de soutien au développement des différentes énergies. Et toujours Francis Rocard qui pose des questions avec vous, bien sûr. François Gaucher, qui prendra la parole le premier, qui est comme on dit dans le jargon, un X-Mine, polytechnicien et ingénieur des mines, est actuellement, depuis le début de l'année, directeur de l'énergie nucléaire au CEA. Vous êtes également président du Forum international Génération 4 depuis le mois d'avril. Alors cette Génération 4, c'est très exactement ce dont il nous parlera, je pense, abondamment dans son exposé. Il faut connaître son background aussi, parce que c'est très intéressant de savoir qu'il fut chef de division nucléaire de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire que nous avons déjà évoquée ce matin, l'ASN étant en charge du contrôle de la sûreté. Et François Gaucher connaît particulièrement bien les centrales de Cattenom et de Fessenheim. Il y a 10 ans, en 2006, vous étiez également directeur de l'agence ITER France, autrement dit ITER, comme vous le savez, en train d'être construit à Cadarache, ce grand projet international, c'était ITER France, donc il connaît aussi les questions de fusion. François, vous avez 12 minutes. Merci. Alors j'ai quelques transparents au support à mon exposé, donc j'appartiens au CEA, à la direction de l'énergie nucléaire. Je vais passer le transparent suivant et vous présenter un certain nombre de choses qui, à mon avis, ont déjà été discutées. J'essaierai de passer un peu plus de temps sur effectivement des perspectives en matière de réacteurs du futur. Bon, vous connaissez les atouts et les contraintes de l'énergie nucléaire. C'est une énergie bas carbone, je vais y revenir, sans émission de gaz à effet de serre. Elle permet une production massive qui est compétitive et qui est continue. Elle permet une sécurité d'approvisionnement, elle permet une économie de ressources énergétiques, elle crée des emplois hautement qualifiés. Les contraintes, vous les connaissez, c'est la façon de gérer durablement les matières et les déchets radioactifs, la sûreté nucléaire et les questions d'acceptation sociétale. J'aime beaucoup ce transparent parce que très franchement, on ne le montre pas assez souvent et il faut peut-être qu'il a déjà été montré. Ça explique en gros pour produire de l'électricité combien de gaz à effet de serre on va émettre pour faire ça sur la durée de vie complète de la centrale électrique, que ce soit une centrale au charbon, une centrale au gaz, une centrale photovoltaïque ou solaire à concentration, une centrale hydraulique, une centrale nucléaire ou une centrale ou des éoliennes. Voilà, et vous voyez que toutes les énergies émettent un petit peu ou beaucoup de dioxyde de carbone. Pour l'éolien, le nucléaire et l'hydraulique, c'est lié à la construction et très peu pendant la période d'exploitation des centrales. Mais vous voyez que le charbon et le gaz, c'est quand même vraiment pas sympathique. Or, dans le monde, c'est quand même avec ça qu'on produit principalement de l'électricité. Et il faut rester modeste par rapport à ça. Le futur, si on ne fait rien, sera le futur du charbon. Et je pense qu'il faut faire attention à ça si on tient au climat de notre planète. Ce point vous a été montré, le mix électrique français. Vous savez qu'on a une spécificité dans notre pays, c'est de produire beaucoup d'électricité avec du nucléaire, plus de 75%. Et donc ça vous donne ce qui a été produit en France en 2015.
Et vous voyez que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 10 ou 15 ans, les énergies renouvelables ont fait des progrès assez importants, mais on est encore sur une production qui est finalement assez petite en pourcentage par rapport à l'hydraulique ou le nucléaire. J'aime bien aussi ce transparent parce que je pense qu'on devrait l'amener avec nous dans les négociations à Bruxelles plus souvent quand il s'agit d'aller négocier les questions de climat. On rappelle que, donc ça c'est la situation, c'est le contenu en dioxyde de carbone du kilowattheure dans certains pays. Vous avez en haut, donc entre 1990 et 2011, et donc vous voyez en haut la Pologne, hein, par exemple, qui au début produisait à peu près 1 kg de CO2 par kilowattheure, et puis a réussi à réduire, mais sur des niveaux très élevés. On voit également l'Allemagne dans les courbes qui sont situées au milieu et qui se situent pas loin de la moyenne européenne finalement. Et puis en bas, deux spécificités, la Suède et la France, qui ont finalement ces deux pays qui ont la particularité de produire beaucoup d'électricité à partir du nucléaire et de la grande hydraulique. Et vous voyez que finalement, avant, si on essaye de prolonger ces courbes jusqu'en 2050, avant que le reste de l'Union européenne rejoigne la qualité de notre électricité en matière climatique, eh ben, il se passera encore du temps si on n'a pas des ruptures dans les technologies qui sont implantées. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a tout un discours à Bruxelles ou à d'autres endroits, il y a tout un discours qui est très sympathique, mais je pense qu'il faut faire attention à la réalité des chiffres. Les chiffres, c'est ceux-là. On peut les discuter si vous voulez, mais enfin, ils sont relativement incontestables. Et si vraiment on s'intéresse au climat, alors je pense qu'il faut regarder ces chiffres en face et faire quelque chose. Vous connaissez le parc de production français, 58 centrales nucléaires qui ont été déployées progressivement, en commençant par Fessenheim, sur le palier 900 MW, puis des centrales de plus forte puissance jusqu'au palier 1450 MW, et en construction, une centrale de plus à Flamanville. Donc vous avez sur ce transparent deux tranches qui fonctionnent à Flamanville et une troisième qui est en construction. Voilà, ça, je ne le discute pas. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'arrêter de se regarder le nombril en Europe, côté français et côté... on parle aussi beaucoup de l'Allemagne et de l'arrêt du nucléaire en Allemagne, etc. Mais croyez-moi, le nucléaire va très bien dans le monde. Simplement, ce n'est pas forcément les entreprises occidentales qui en bénéficient, principalement. Et vous voyez le nombre de centrales qui sont construites en ce moment ou qui sont en construction en ce moment dans le monde. Vous voyez la place prépondérante de la Chine. La Russie fait aussi beaucoup de choses. L'Inde suit la Chine, avec peut-être 20 ans de décalage, mais il y a également beaucoup de choses qui se font. Et donc vous voyez, l'Europe, là-dedans, elle est transparente, finalement, en matière d'énergie nucléaire et de construction, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il ne se passe rien dans le monde. Et on a vraiment un basculement du barycentre. Ce sont des technologies sur lesquelles les États-Unis et l'Europe étaient en pointe dans les 40 dernières années. Et il n'est pas sûr que nous soyons en pointe dans les 40 prochaines années si on ne fait rien. Et le barycentre va se décaler complètement vers l'Asie. Le nucléaire, on en parle en termes de risque, évidemment, et il y aura sûrement des questions dans la salle sur cette question-là. Je pense que là, c'est pareil. Il y a un moment, il faut regarder ce que dit la science. Cette science, elle est faite au niveau international, elle est partagée dans des commissions internationales. Vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de professionnels qui s'intéressent à ça. Et donc, la probabilité pour qu'ils se trompent est quand même assez faible par rapport à des charlatans qui racontent le contraire. Et je pense qu'il est important de se rappeler que c'est la dose qui fait le poison. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour la pharmacie. Et ben c'est vrai aussi pour le nucléaire. Donc quand les doses sont faibles, le risque est faible. Quand les doses sont élevées, le risque est élevé, évidemment. Et donc je pense qu'il faut faire attention. Alors on a un mal fou à communiquer sur ces questions-là parce qu'on parle d'unités compliquées, les Becquerel, les Sievert, les Gray, les REM et compagnie. Je comprends, c'est difficile à expliquer, mais il y a une réalité scientifique derrière ça qui est prouvée avec des études épidémiologiques, de la biologie, etc., et qui finalement explique qu'on est capable de maîtriser le risque nucléaire si les doses sont faibles. Je suis allé à Fukushima la semaine dernière, j'ai visité la centrale de Fukushima, j'étais à quelques centaines de mètres des réacteurs, et vous voyez, je me sens bien et je n'ai pas eu particulièrement peur parce que c'est mon métier et c'est quelque chose qui est maîtrisé. Voilà. Alors, un point qui est important, c'est les matières, et j'ai simplifié. Là, j'ai pris un cycle
du combustible qui prend de l'uranium naturel, qui alimente des réacteurs à eau pressurisée de type de ceux qu'on a en France, produit de l'énergie pour à peu près l'équivalent de ce que le parc nucléaire français produit, c'est 400 TWh. Donc en gros, on prend 8000 tonnes d'uranium, c'est très peu. Si vous vouliez prendre du charbon à la place, il faudrait beaucoup plus que ça. Et finalement, on obtient 1000 tonnes de combustible usé et 7000 tonnes d'uranium appauvri qu'on met de côté et qu'on utilisera plutôt dans le futur. Alors ça, c'est une vision simplifiée. En fait, on recycle déjà une partie des matières en France, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant. Le message que je voulais vous faire passer, c'est quand on va passer à la 4e génération, et si jamais on nous le demande, on peut faire des cycles de ce genre, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mines, on n'a plus besoin on fait finalement très peu de déchets, et en gros, on a un cycle dans lequel, en recyclant les matières, en particulier le plutonium qui est utile, on peut utiliser juste 40 tonnes d'uranium appauvri. On en a 250 000 tonnes sur notre territoire, et je ne parle pas dans les mines, je parle dans des entrepôts qui sont... Donc cet uranium attend d'être utilisé un jour par ce type de technologie. Et ça, c'est ce qu'on regarde au sein du Forum international Génération 4. C'est des réacteurs qui sont bien sûr aux meilleurs standards de sûreté, aux meilleurs standards de lutte contre la prolifération, mais aussi qui sont capables d'avoir ce type de cycle du combustible avec finalement très peu de matière. 40 tonnes d'uranium appauvri, pour que si jamais je le mets sous forme de métal, ça fait la taille d'un frigo, d'un gros frigo américain, mais c'est à peu près ça. Voilà. Pour alimenter donc l'équivalent de la production annuelle du parc nucléaire français. Vous avez dit, on a combien d'uranium actuellement en France ? On a aujourd'hui, pour l'uranium appauvri, 250 000 tonnes. Donc si on en consommait avec ce type de réacteur 40 tonnes par an, vous faites la division et ça fait plusieurs millénaires d'électricité sans carbone qui est assurée pour notre pays. Voilà. Et donc moi je pense, on parle tout le temps des générations futures par rapport aux déchets qu'on leur lègue, etc. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au fait que ces générations futures, il faut aussi leur léguer des technologies et leur léguer des ressources. En particulier, il ne faut pas forcément qu'on ait vidé toutes les mines de matériaux, de métaux rares, etc. Mais c'est valable aussi sur l'uranium et sur la façon de faire de l'énergie. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on oublie de présenter, parce que c'est un peu vieux jeu de présenter ces choses-là, mais c'est juste ce que nous dit la physique. Donc la physique permet d'avoir ce type de réacteur. Nous travaillons au CEA sur un prototype de réacteur qui s'appelle Astrid, qui est un réacteur à neutrons rapides de 4e génération, et donc qui est capable de résister à des coupures électriques pendant plusieurs jours, jusqu'à 7 jours, qui est capable de résister aux chutes d'avions, aux inondations, aux séismes, également au terrorisme. Je ne peux pas rentrer dans les détails comment on fait ça, mais on est capable de faire des choses très robustes par rapport à ça, et qui a ce type de cycle du combustible, donc qui prépare ces technologies. J'ai presque fini. Une des questions qu'on pose aussi, c'est « oui, mais on ne sait pas démanteler ». Ben là, vous avez sous vos yeux un exemple qui est un bel exemple au sein du CEA. Il y avait un réacteur nucléaire, 2 réacteurs nucléaires d'ailleurs du CEA à Grenoble. Celui-là s'appelle Siloé. Vous avez la photo en haut à gauche du réacteur quand il a été arrêté. Voilà, deux photos pendant son chantier de déconstruction, et aujourd'hui vous avez un terrain vierge qui sera prêt à accueillir de nouvelles installations expérimentales non nucléaires, puisque Grenoble s'est spécialisé plutôt du côté de l'électronique et des énergies renouvelables. Voilà, donc là vous avez un exemple de démantèlement complet, le retour à l'état pelouse, hein, c'est ça dans notre jargon, on appelle ça retour à l'état pelouse. Alors, on n'a pas semé de la pelouse, on aurait peut-être dû pour que mon exemple soit bon, mais voilà. Enfin, peut-être une dernière réflexion, c'est les efforts qu'on doit faire pour décarboner l'énergie dans le futur. La COP21, c'était le premier accord international sur climat adopté par 195 États. L'idée, c'est d'essayer d'éviter une augmentation moyenne de la température planétaire de 2 degrés. Plutôt essayer de tendre vers 1,5 degré. On a des ENR qui ont une très grosse croissance ces 10 ou 15 dernières années, c'est vrai, mais je pense qu'on n'est pas sûr que les énergies renouvelables soient seules capables de remporter la bataille du climat. Il faut vraiment avoir en tête que c'est une course contre la montre. Aujourd'hui, le CO2 augmente, les émissions de CO2 augmentent dans le monde. On peut imaginer le contraire, dire le contraire, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que les émissions de CO2 continuent à croître.
Et donc la question, c'est est-ce qu'on veut utiliser l'énergie nucléaire pour combattre ce phénomène et éviter le réchauffement climatique, ou en tout cas le limiter, ou bien est-ce qu'on considère que non, on n'en a pas besoin, et à ce moment-là, on se débrouillera tout seul. Si on se trompe, les risques peuvent être importants. C'est un risque lointain et incertain, donc on ne s'en occupe pas trop, mais je pense que c'est important d'y réfléchir. Si on se trompe, on aura des évaluations, des augmentations du niveau de la mer, assez importantes, des migrations, des désertifications, peut-être des événements climatiques extrêmes, etc. C'est ce que disent en tout cas les scientifiques par rapport à ça. Voilà mon introduction. Merci, merci. On aura beaucoup de questions.